Voilà, je fais un petit rappel, c'est qu'on a une heure à passer ensemble, 25 à 30 minutes grand maximum pour Anne Claire de présentation et le reste du temps, alors ça peut durer un peu plus, mais le reste du temps, c'est questions-réponses par rapport à son intervention. Deuxième info, le colloque scientifique hein, que devait organiser la fédération en mars 2026 est reporté à mars 2027. Je rentre pas dans le détail. Et puis, juste pour vous dire que la fédération, elle en est sur des projets de recherche qui, en tout cas possibles, lancés par l'ANR et le ministère des Sports, l'Agence nationale de la recherche, qui est plus le ministère. On est sollicité sur trois projets de recherche assez importants. Ok. Et, euh, et donc, il y en a un sur le sommeil, un sur l'équipement de para-badminton, d'athlètes en situation de handicap, et le troisième, c'est réalité virtuelle et performance. Donc, on est sollicité sur trois types de projets. Est-ce qu'on va se lancer sur les trois? Pas sûr, mais en tout cas, voilà. Donc, juste pour vous dire que la fédération intéresse de plus en plus, effectivement, les laboratoires de recherche. Et c'est tant mieux pour les athlètes, les entraîneurs et la fédération, bien sûr. Alors pourquoi parler des émotions? Eh bien, le corps, ouais, t'as oublié de le mettre, mais c'est le corps et le Non, c'est bon. cerveau fonctionnent ensemble. Ok, moi j'avais marqué avant, mais en fait ils fonctionnent ensemble. Et peut-être que avant de gérer les émotions, il faut d'abord apprendre à les reconnaître, hein. Et pour ça, Anne-Claire, avec les discussions qu'on a eues depuis de longues années, et les dernières en tout cas, je suis ravi que tu aies pris ce temps-là pour nous, Anne-Claire, et que tu vas pouvoir nous en parler avec ton expérience sur le plus haut niveau. Juste pour vous dire qu'elle connaît bien l'activité badminton, même si elle travaille plus avec nous, elle connaît bien l'activité puisqu'elle a travaillé pendant des années sur le badminton. Merci encore à toi, Anne-Claire. Merci Michel, merci pour cette invitation à présenter ce travail. Bonjour à tous. Donc je suis Anne-Claire Maquet, je travaille à l'INSEP, je suis chercheur, comme l'a dit Michel. Je travaille aussi en accompagnement de la performance, c'est-à-dire que je travaille avec les athlètes et les entraîneurs pour être plus performants et puis être bien, parce que j'insiste beaucoup sur l'importance du bien-être. Et je fais de l'enseignement. Et dans le cadre du badminton, bah, j'ai eu l'occasion de mettre le premier projet de recherche que j'ai monté et qui a été financé, c'était avec la Fédé de badminton il y a quelques années, plus que quelques années, parce que ça fait une vingtaine d'années. Et puis j'ai eu l'occasion après de travailler en accompagnement de la perf avec des athlètes et en individuel, j'ai travaillé avec entraîneurs et athlètes aussi. J'avais travaillé sur la relation entraîneur-athlète. Enfin, j'ai eu différentes occasions pour pouvoir travailler avec eux et avec vous. Et puis à chaque fois, c'est super enrichissant et j'aime beaucoup. Donc Michel m'a sollicité par rapport aux émotions. Alors, aussi par rapport à un travail où, enfin, on avait publié un travail sur le contenu des émotions en escrime. Et puis c'est là où enfin, l'intérêt est venu de sa part par rapport à ça. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est vous parler de ça, mais d'aller bien au-delà du travail qui a été fait en escrime pour vous sensibiliser et puis peut-être échanger aussi avec vous par rapport à ça, par rapport aux émotions, mais pas simplement de l'athlète. Parce que là, le travail qu'on avait fait en escrime, on s'était intéressé que aux émotions de l'athlète. Et j'ai eu l'occasion de m'intéresser aux émotions d'autres personnes que l'athlète. Donc on va voir ça. Donc pour introduire, on, on sait que bah, dans la vie, et puis dans la vie de manière générale, et puis dans le sport en particulier, on a des émotions. Il y a des moments où on a des émotions, il y a des moments où il n'y en a pas. Et c'est les deux sont possibles. Et quand il y a des émotions, elles peuvent être agréables ou désagréables, ou positives, négatives. Il y a des gens qui parlent il y en a qui sont plutôt sur les émotions positives, négatives, d'autres plutôt agréables, désagréables. C'est différentes façons d'envisager les choses. Et puis on peut parler aussi d'une émotion neutre avec la surprise. Et on voit que ces émotions-là, ce qui est important, c'est d'aller les gérer parce qu'il se passe des choses, on va voir, et ces choses-là peuvent avoir un effet sur la performance en compétition, d'où l'intérêt de pouvoir gérer ces émotions. Mais pas qu'en compétition d'ailleurs.
Donc, dans le travail, donc, je vous propose un travail en 3 temps en voyant une partie un petit peu, essayer de comprendre un peu ce que c'est qu'une émotion, quel est le contenu et à quoi elle sert, l'émotion. Après, se centrer plus sur la gestion des émotions pour finir un peu sur le comment optimiser la gestion des émotions pour optimiser la performance. Et là, je mets la performance en général parce que je pense aussi à la performance des équipes et de l'encadrement, et qui est important. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est un état transitoire. C'est quelque chose à avoir en tête. C'est ce qui fait la différence avec l'humeur, enfin, qui fait une des différences avec l'humeur. Ça ne dure pas longtemps, une émotion. Normalement, elle ne dure pas très longtemps, l'émotion. Alors, plus elle est intense, plus elle peut durer longtemps, mais ça dure pas des jours, comme l'humeur peut durer des jours, par exemple. Ensuite, l'émotion, c'est une réponse physiologique, comportementale et expressive, d'après la définition de Luminet. Donc, on voit bien que ça passe par le corps et qu'il y a des choses qu'on va sentir en soi, et puis ça va passer aussi par le comportement, et puis ça va se voir. Quand on a des émotions, en général, ça se voit. Les autres peuvent le voir. Nous, on peut le ressentir et les autres peuvent le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'émotion, finalement, c'est une réponse. L'émotion, c'est une réponse à un contexte qui a du sens pour l'individu à un instant. On n'a pas tous la même émotion par rapport aux mêmes situations. Parce que l'émotion, enfin, la situation va avoir de l'importance pour la personne qui fait qu'il va y avoir une émotion en fonction de l'état dans lequel elle est, en fonction de son état, du contexte, en fonction de tout un tas d'éléments. Si bien que dans une même situation, certains peuvent avoir une émotion et pas d'autres. Et ça, c'est intéressant à savoir. Notamment plus en badminton quand on est sur des paires, par exemple, hein, en double. Et l'émotion, elle est aussi liée, en fait, donc il va y avoir un antécédent à l'émotion, quelque chose qui fait que l'émotion va se déclencher ou pas. Et il va y avoir un après avec finalement une conséquence de l'émotion. Qu'est-ce qu'on veut en faire de l'émotion? Et peut-être qu'on n'en fait rien aussi. C'est aussi une possibilité. Et donc, c'est intéressant de voir un peu ces deux aspects-là. Ces deux aspects-là. Ce qu'on va voir, donc dans les émotions, quand on parle du contenu de l'émotion, on pense aux 6 émotions de base, qui sont la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise et la peur. Donc ça, c'est des grandes émotions. Et à l'intérieur de ça, dans la joie, il y a la satisfaction, le bonheur, enfin, il y a tout un tas de sous, enfin, je ne sais pas si on peut dire vraiment de sous-émotion, mais de facettes émotionnelles. Enfin, il y a différentes façons de ressentir de la joie. Enfin, différentes catégories d'émotions qui reviennent avec la joie. Et comme je vous disais tout à l'heure, bah, les émotions, elles ont aussi une valence. Donc Pellicello et ses collaborateurs parlent plutôt, eux, d'émotions positives ou négatives. Mais comme je vous disais, il y en a qui vont parler d'émotions agréables ou désagréables. À vous de voir. Et il y a la surprise, qui est aussi une émotion qui finalement, bah, elle n'est ni positive, ni négative, ni agréable, ni désagréable, elle est juste là. Comme je vous disais, il y a des moments où on a des émotions, d'autres moments on n'en a pas. Le plus souvent, il n'y a pas d'émotions. Ou alors on ne les ressent pas, parce qu'elles peuvent être gérées, on le verra tout à l'heure, mais elles peuvent être gérées aussi de façon infraconsciente et finalement on ne s'en rend pas compte parce que c'est géré directement. Et ça, c'est une chose à avoir en tête aussi. Maintenant, après avoir vu ce que c'était que l'émotion, bah, à quoi elle sert l'émotion? Bah, finalement, l'émotion, elle va permettre de faciliter l'adaptation. Et c'est ce qu'on retrouve dans les travaux de Michael Campo et de ses collaborateurs, ou de Lazarus, qui a beaucoup travaillé sur le stress et puis sur l'émotion aussi. Et voilà, donc l'émotion, elle est là pour quelque chose, en fait. Elle a vraiment cette fonction d'adaptation. Et la question qu'on peut se poser, c'est que l'émotion, est-ce que c'est un moteur ou un frein de l'action? Quand on y réfléchit, il y a des moments, les émotions, elles peuvent faciliter, enfin là je vais plus loin que l'action, jusqu'à la performance, c'est-à-dire le résultat de l'action, mais il y a des moments, les émotions, elles vont faciliter la performance, il y a des moments, les émotions peuvent entraver la performance, et il y a des moments, elles ne vont pas avoir d'effet sur la performance. Et là, je pense à des émotions les émotions qui vont entraver la performance. On pense souvent à l'anxiété parce que c'est une émotion qui revient souvent. Et l'anxiété, il y a des moments, elle peut entraver la performance parce que l'athlète se sent bloqué et puis finalement, il n'arrive pas à se libérer.
mais elle peut aussi faciliter la performance parce que l'anxiété amène à être plus vigilant à ce qui se passe, et en étant plus vigilant, bah, il peut être plus performant à ce que fait l'adversaire. Donc une même émotion peut faciliter ou entraver en fonction de ce qui en est fait, ou ne pas avoir d'effet euh, sur la performance. Donc c'est intéressant à voir là. Et après, je vous disais, euh, autre point, mais on a vu quels étaient le contenu des émotions, mais après, les émotions de qui quand on est en sport? Est-ce qu'on parle des émotions du sportif? Est-ce qu'on parle des émotions du partenaire, de l'adversaire, de l'arbitre, du public, des proches, de l'encadrement? Et toutes ces personnes-là peuvent avoir des émotions. Et c'est intéressant de le prendre en compte parce que les émotions des uns et des autres peuvent avoir un effet sur l'athlète à un moment donné, puisque c'est lui finalement qui va agir. Mais les émotions, par exemple sur l'encadrement, si l'entraîneur a du mal à gérer son anxiété, ça risque d'en transparaître dans la communication, dans la façon de communiquer avec l'athlète, où il va être peut-être moins clair dans ses explications. Donc ça peut apparaître de cette manière-là. Au niveau de l'arbitre, si l'arbitre peut être agacé par le comportement d'un des athlètes, et après être plus vigilant et puis peut-être le sanctionner peut-être être plus réactif à un moment il pourrait sanctionner quelque chose qu'il aurait laissé passer à un autre moment par rapport aux décisions qu'il va prendre. On le voit par rapport aux adversaires aussi. On peut penser au phénomène d'ascendant ou descendant avec les adversaires, où quand on mène, on va souvent prendre l'ascendant sur l'autre, sur l'adversaire, et finalement avoir de la joie et puis de la force, et puis se sentir plus enthousiaste et plus engagé dans l'action, alors que l'adversaire sera peut-être triste, voire frustré, voire tout un tas d'émotions qui lui va l'amener à être moins performant. Le public aussi. Donc, dans le public, le public peut soutenir, donc il peut être et ça peut amener de la joie chez les athlètes, mais ça peut aussi, sur des décisions de l'arbitre, par exemple, ou d'autres décisions, d'autres réactions du public, ça peut avoir un effet sur les athlètes. Et on le voit, par exemple, sur les jeux, je pense à l'escrime, parce que c'est quelque chose qui avait été remonté plusieurs fois, c'est que à l'escrime se passait au Grand Palais au jeu de Paris, et le public était extrêmement enthousiaste, ce qui était très génial, sauf que les athlètes n'entendaient pas les signaux de l'arbitre. Ils avaient du mal à comprendre ce que disait l'arbitre. Donc c'était gênant pour arriver à faire. Donc ça pouvait déclencher des émotions chez eux aussi. Donc l'enthousiasme du public, et donc la joie et le bonheur du public, pouvait aussi avoir un effet qui n'était pas forcément top pour les athlètes derrière. Et pour l'arbitre, et puis pour tous. Et donc de l'encadrement, je vous en ai parlé aussi. Et après, oui, dans l'encadrement, on peut penser ce qui se passe sur le terrain pendant le coaching, mais on peut penser à ce qui se passe en amont, avant les matchs, après les matchs, tous les moments qui sont en off par rapport à la performance, ils vont avoir une incidence. Et comment on accueille les émotions des athlètes, comment on accueille les émotions à l'intérieur de l'équipe. Il peut y avoir de la surprise, de la joie, et puis il peut y avoir aussi de l'irritation, voire de la frustration à des moments. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et toutes ces émotions-là, elles sont importantes d'être prises en compte. Donc, pareil, donc on a des émotions individuelles, donc là c'est ce dont on parle de tout à l'heure, mais il y a aussi des émotions collectives, parce que ces émotions-là vont se partager au groupe. L'émotion que perçoit une personne peut aller vers d'autres personnes derrière. Donc on peut penser à l'équipe, à la paire en badminton. Donc comment les émotions se partagent ou pas. On peut penser aux émotions du groupe. Enfin, et du coup, il y a une gestion individuelle et une gestion collective à avoir par rapport à ça. Et donc on parle de phénomène de contagion émotionnelle.
Et ça peut être important aussi par rapport à la gestion quand un athlète gagne, et puis quand il y en a un qui gagne, et qu'il y en a un autre qui va jouer, ou perd, et qu'il y en a un autre qui va jouer derrière, comment est gérer ces émotions-là sans risquer d'entraver l'engagement du suivant ou le perturber dans ce qu'il a à faire. Donc c'est des choses à montrer. C'est ce qu'on avait montré dans un travail qu'on avait fait avec sur la gestion de risque en kayak. Et on s'était rendu compte que l'encadrement avait appris à accueillir les émotions de l'athlète qui arrivait et en se mettant plus loin que l'athlète qui partait, parce qu'au niveau des espaces, ils sont assez proches, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contagion émotionnelle entre l'athlète qui avait fini sa course et celui qui se préparait à la sienne. Donc ça sont des phénomènes de contagion émotionnelle. Et donc, comme les émotions individuelles, elles peuvent avoir un effet sur l'engagement, donc sur la performance, mais aussi sur l'engagement individuel et collectif. Il y a des effets sur l'émotion, contexte et temporalité aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne ressent pas forcément l'émotion de la même. On peut la ressentir à un moment et pas à un autre. La fatigue va rentrer en ligne de compte dans les émotions. Alors, vous êtes moins touché par ces phénomènes-là, mais dans les sports où il y a besoin de perdre du poids à certaines périodes, quand on est en phase de perte de poids, on est plus sensible aux émotions. On a plus de mal à gérer ses émotions. Donc la fatigue, la perte de poids, le fait qu'on soit malade, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent entraver enfin, qui peuvent malmener finalement la gestion des émotions. Et au-delà de ça, on peut parler des émotions avant le match, pendant, tout ce qui concerne le jeu et les temps morts, et le après. Et ce qui concerne l'entraînement. Je me note juste quelque chose parce que, hop, j'oublie pas de vous en parler après. Les sélections peuvent amener des émotions aussi. On est content d'être sélectionné ou pas, ou triste de ne pas l'être, ou frustré. Donc tout ça, c'est des moments qui vont amener des émotions, potentiellement. La blessure également. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte, des contextes à prendre en compte. Si on regarde un peu dans les différents moments, dans les émotions compétitives, pardon, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'anxiété. Donc, c'est les premiers travaux qui avaient été faits où on s'intéressait à l'anxiété pré-compétitive. Donc, il faut souvent passer sur des questionnaires pour avoir des ressentis, pour savoir comment on ressent l'émotion. Et ce qui est intéressant sur l'émotion, c'est d'arriver à la ressentir soi-même, à dire, OK, là, je sens qu'il se passe quelque chose en moi. Quand Michel, tout à l'heure, dans l'avant-propos, disait les émotions et cerveau, ça, je dirais et cerveau et pas avant cerveau, mais les émotions, elles passent par le corps. On sent, il y a des moments où on peut intellectualiser l'émotion, mais il y a des moments où on la sent directement par son corps. On sait que quand on est anxieux, c'est plutôt dans le ventre, on peut avoir un peu mal au ventre, les mains moites. Quand on est heureux, on est plutôt le visage détendu, souriant. Enfin, il y a des signaux comme ça qui font qu'on ressent les émotions. Et c'est intéressant de savoir aussi, de pouvoir les identifier, de reconnaître un peu ces émotions-là pour pouvoir reconnaître les sensations corporelles, pour pouvoir identifier et savoir ce qui va vers et surtout comment s'adapter derrière. Donc, un autre, alors, je vous ai parlé avec Lazarus, c'était plutôt en pré-compétitif. Nous, sur quoi on a travaillé en escrime, on était sur les émotions en match. Et donc, on s'est intéressé aux émotions dont je vous avais parlé, enfin, qui revenaient tout à l'heure. Donc, on retrouve dans un match d'escrime. Donc, c'était c'est cette étude-là je ne sais pas si Michel vous l'a envoyé, mais c'est cette étude-là qui explique un peu, qui est plutôt descriptive. On n'est pas sur le processus de gestion, on est plus sur un état des lieux, en fait, de ce qui se passe. Parce qu'en Alors, fait, ouais, dans la lettre info numéro 3, j'ai envoyé un petit résumé de cet article. ok, très bien.
Donc, dans ces émotions, alors nous, on s'était intéressés, on avait pris 10 escrimeurs sur 12 matchs qui étaient des matchs de Coupe du Monde, donc des matchs à fort enjeu. On avait fait des entretiens d'auto-confrontation, c'est-à-dire qu'on prend la vidéo du match et après on la visionne au joueur, enfin à l'athlète, et on lui demande enfin, en la visionnant, on va lui permettre de revivre ce qu'il a vécu et on va lui poser des questions. Ben, là, c'était sur les émotions, pour savoir un peu comment ça se passe au fil du temps. Et après, on a traité les données. Mais là, c'est un peu ce qui s'est passé au niveau de la recherche. Et en termes de résultats, on voyait qu'il y avait, on retrouve nos trois, là, au niveau de la balance émotionnelle, on retrouvait des émotions positives, négatives, et puis la surprise. Et alors, on n'avait pas comptabilisé le nombre où il y avait pas, le nombre de situations où il n'y avait pas d'émotions, parce que nous, on s'intéressait sur les émotions, on s'intéressait aux émotions, mais il y avait des situations où il n'y avait pas d'émotions rapportées. Et on voit que quand on regarde sur c'est finalement c'est les émotions négatives qui sont le plus souvent rapportées et expérimentées par les athlètes. Ce qui représente quand même 64%, ça fait quand même pas mal. Et on voit qu'il y a des émotions positives aussi et des émotions et de la surprise. Et dans les émotions négatives, on voyait qu'il y avait beaucoup de colère. Enfin, c'était principalement de la colère, de l'irritation, de la frustration et de la peur, de l'inquiétude, la peur, l'inquiétude et l'anxiété par rapport à l'évolution du score. Donc, c'est des choses qui apparaissaient le plus. Et dans la joie, donc trouver la satisfaction, le plaisir, le bonheur, la fierté d'avoir marqué. Et, euh, et puis, il y a des choses où moi, ça m'avait un peu surpris, c'est qu'il y a des moments, les tireurs marquaient dans des conditions difficiles, mais il n'y avait pas d'émotion derrière. Il n'y avait pas d'émotion positive ni négative, il n'y avait pas d'émotion. Donc, c'était intéressant à relever, j'avais trouvé. Une autre question on a regardé un peu dans cette étude-là, c'est que est-ce qu'ils ressentent simplement, au cours d'un point, d'une séquence de points, ils ressentent une émotion ou plusieurs? Et ça, c'est une question qui se posait en recherche, où il y avait, est-ce que les émotions sont successives ou simultanées? Et nous, on a montré qu'elles pouvaient être simultanées. Et on peut percevoir plusieurs émotions dans la même séquence. Et donc, c'est ça. Et ces travaux-là enfin, ça renforce aussi ceux qui avaient été faits par Guillaume Martinan et ses collaborateurs en tennis de table. Donc, on retrouve un peu les mêmes résultats par rapport à ça. Un autre effet, alors sur les émotions du public, là je ressors un peu je ressors un peu de l'étude de l'escrime, mais je reviens un peu de façon plus générale. Et sur les émotions du public, elles peuvent amener à sortir de son match. En fonction des émotions du public, à un moment donné, les joueurs, ils vont être, leur attention est accaparée par les émotions du public et finalement ils n'arrivent plus à se concentrer. Et puis il y a des moments, ça peut être galvanisant pour eux. Et alors, si c'est galvanisant, tant mieux, parce qu'ils vont plus s'engager. Si ça les fait sortir, c'est embêtant, parce que s'ils sortent de leur match, ils auront plus de mal à gagner derrière. Et ça, enfin, c'est quelque chose à apprendre aussi avec les athlètes, à gérer aussi, à gérer les émotions, les émotions qui sont vécues à travers le public. Donc, ça permet de renforcer donc l'engagement et le désengagement. Un autre élément des émotions, c'est la blessure. La blessure, la blessure peut être source d'émotions. Et les émotions qu'on retrouve dans la blessure, parce que la blessure, elle peut amener une rupture ou une modification de la pratique. Quand on est blessé, c'est rare qu'on s'entraîne exactement de la même manière qu'avant. Il y en a qui vont continuer à s'entraîner, mais même s'ils continuent à s'entraîner, il y a des choses qui sont amenées à modifier. Et donc, ça représente une rupture ou une modification. Et il y a des travaux qui ont montré que pendant la blessure, entre le moment où il y a la blessure et jusqu'à la reprise de la compétition suivante, il y a un panel d'émotions qui va se développer, où au départ, il y a souvent de la tristesse. Il y a de la tristesse, il y a des moments, il peut y avoir de la colère, et puis les sens qui sont accordés avec, où il y a des fois il y a une perte de sens. Hier, j'ai travaillé avec un athlète qui vient de se blesser. Il était sorti de blessure, il refaisait une compétition où il est arrivé en finale d'une compétition de très bon niveau, et puis il s'est blessé.
Là, il a besoin, donc il s'est blessé en finale, donc il est allé jusqu'en finale, ce qui était top, et en même temps il s'est blessé, donc il a pas pu aller au bout. Donc comment il gère ça, sachant qu'il va avoir un arrêt d'entraînement de 6 à 9 mois. Donc c'est compliqué à gérer. Donc là, là on a travaillé hier sur c'est ça, sur l'accueil des émotions. Et après, oui, par rapport à la blessure, il y a des moments, il peut y avoir, au moment où on va reprendre, où on s'approche de la reprise, il peut y avoir de l'anxiété, l'anxiété de reblessure, l'anxiété de se faire mal, l'anxiété enfin, il y a différentes émotions qui peuvent apparaître. Donc ça, c'est à ce moment-là rassurer, montrer enfin, faire en sorte que le protocole soit bien mis en place et puis mettre en place les meilleures conditions possibles pour pouvoir faire et puis être à l'écoute de l'athlète. Et dans ce cas-là, voilà, il y a un rôle, les pairs et l'encadrement ont un rôle énorme à jouer par rapport à ça. Et surtout que certains athlètes peuvent être tentés de s'isoler parce qu'on ne ressent pas tous les émotions de la même manière et on n'a pas tous la même façon d'y réagir. Et donc là, le soutien social est important. Maintenant qu'on a vu un peu ce que c'était qu'une émotion, à quoi ça servait, comment on gère les émotions. La gestion des émotions, c'est un processus et qui est automatique ou contrôlé, où on peut parler de gestion consciente ou infraconsciente. C'est ce que Robaza et Ruiz, par exemple, ont montré. Et donc, il y a des moments, il y a des émotions qui sont gérées toutes seules, on ne se rend pas compte. On a pris l'habitude et on gère les émotions. Et donc, du coup, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'émotion, mais l'émotion, elle va être gérée. Finalement, il y en a une, mais elle est gérée de manière infraconsciente, donc ça passe bien, il y a une adaptation, génial. Et puis des fois, il y a besoin de plus travailler là-dessus. Et la gestion peut être adaptée ou mal adaptée. Et en fonction de cette adaptation ou maladaptation, il va y avoir un effet différent par rapport à ça. Et elle peut être aussi, on peut bien gérer une émotion dans une situation et moins bien dans une autre. Je vous parlais de contexte tout à l'heure. Donc, il y a l'émotion qui est contextuelle, mais il y a aussi la gestion qui est contextuelle. Encore une fois, s'il y a des moments où on va être plus en difficulté pour gérer des émotions que dans d'autres, quand la situation a beaucoup d'enjeux pour la personne, quand on est fatigué, enfin, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et alors, pour arriver à gérer l'émotion, je l'ai mis après, mais là, en fait, j'aurais dû mettre, mais c'est pas grave, je le bougerai derrière, mais j'aurais dû mettre l'identification avant la gestion de l'émotion, parce que avant de comprendre le besoin de l'émotion, c'est d'arriver à la gérer soi-même. Et avant le que me dit l'émotion, c'est finalement qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe. Et il y a des personnes qui se rendent assez facilement compte de ce qui se passe en elles, et puis il y en a d'autres qui ressentent des signaux du corps et qui ont plus de mal à savoir ce qui se passe. Et c'est important de mettre des mots derrière les émotions. Donc ça fait partie des compétences émotionnelles dont je parlais tout à l'heure. Et c'est d'identifier qu'est-ce qui se passe par rapport aux sensations, qu'est-ce que je ressens et quelle émotion est associée. Donc on vient sur l'identification de l'émotion pour après voir que me dit l'émotion, qu'est-ce qui se passe. C'est à la fois comment je le sens moi et qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans la situation, que me dit l'émotion. Et évidemment, qu'est-ce que je fais. Je vais juste me mettre quelque chose comme ça. Comme il vous envoie. Tu vas leur envoyer après le PowerPoint, Michel? Ah, il est parti. Oui, non, oui. Non, je suis là. Mais je vais le renvoyer, oui. Donc, attends, je me le mets juste là parce que c'est... je changerai une diapo comme ça. Il te reste 2-3 minutes. Hein. Oui. Donc, voilà, on revient sur les compétences émotionnelles. On est sur l'identification, l'expression, dire ce qu'on ressent, la compréhension, de savoir ce qui se passe, et puis la régulation, qu'est-ce que j'en fais et comment j'utilise derrière. Et ces compétences, elles sont intrapersonnelles, c'est-à-dire ça me permet de gérer moi mes émotions, mais ça permet aussi de gérer les émotions de l'autre, ce qui est important aussi.
Et alors, je vais aller vite là-dessus. Sur l'empathie, en fait, c'est la capacité à ressentir les émotions de l'autre. Est-ce que je me sens capable de ressentir l'émotion de l'autre? Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont moins. Encore une fois, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose dont on à prendre conscience et c'est quelque chose qui se développe. Il y a des différences inter- et intra-individuelles par rapport au contexte dont je vous ai parlé. Donc j'accélère. Pour revenir un peu aux émotions du sportif, ben, en match, il va essayer de susciter des émotions chez l'adversaire, ce qui va lui permettre de prendre l'ascendant, en le surprenant, en marquant, etc. Et il va aussi gérer ses émotions et celles des partenaires, de l'entraîneur, de l'arbitre. Il va y avoir une gestion individuelle et collective. Et cette gestion adaptée ou mal adaptée va contribuer ou pas à la performance. Et c'est en ça que c'est important. Pareil pour l'accompagnement. Donc, il y a vraiment un rôle d'accueillir les émotions et celles d'autrui par rapport à l'encadrement. Donc, qui se fait par le coaching, briefing, débriefing. On va arriver vers un leadership plutôt transformationnel et permettre de gérer des risques. Les risques qui avaient été montrés en kayak. On peut se poser la question, est-ce qu'on exprime ou on masque l'émotion? Il y a des situations, c'est mieux de l'exprimer, d'autres, c'est mieux de la masquer. Et puis, l'émotion de qui? L'émotion de quand? Masquer à qui? Pourquoi? Ça, c'est des choses sur lesquelles c'est important de s'interroger. Et si j'ai pas beaucoup de temps, je sais pas trop comment je vais le gérer. Je vais aller vite. Oui, on a parlé d'engagement sur le risque si l'émotion est mal gérée, il y a un risque de désengagement à court et long terme. Contre-performance, je vous en ai parlé, bah, de bien-être ou de mal-être en fonction de ce qui se passe. Et on a parlé des émotions, des effets possibles sur la contagion émotionnelle. Et là, je voulais partir un peu sur des exemples. Donc, soit on le fait là, soit on en fera dans la discussion après. Mais je peux vous le On, mettre on- là, puis ce on sera va, peut-être l'occasion ouais, d'en discuter après. ouais, voilà, Voilà. on va plutôt en parler dans la discussion parce qu'il nous reste allez, une vingtaine de minutes. D'accord. Merci Anne-Claire pour cette Ok. présentation. Attends. Euh, Ouais, je veux juste parler là-dessus sur le coût du corps, parce que c'est ce dont tu avais insisté sur il y a l'utilisation de la méditation de pleine conscience, par exemple, qui peut être intéressante pour savoir un peu ce qu'on ressent, pour identifier ce qui vient. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et du coup, d'être à l'écoute de son corps. Ça, c'est vraiment le message que je donnerais par rapport aux émotions. Et merci. accepter de ressentir l'émotion. Et voilà. Et bah, du coup, je sais pas, ma troisième partie, et puis Ouais, on arrête. ouais. Si je peux peut-être conclure quand même. Hop, vous voyez, j'avais mis. Donc, finalement, l'émotion, c'est un état transitoire qui est ressenti plus ou moins par tous, et avec l'idée d'une gestion automatique ou contrôlée, avec une différence entre le contenu et la fonction de l'émotion, et puis l'effet de l'émotion sur la performance, l'engagement et la pratique. Et donc, vraiment, il y a un travail à faire sur la gestion des émotions, pour tout le monde, quel que soit son rôle, des arbitres, des entraîneurs, enfin, de l'encadrement et puis des sportifs, évidemment. Merci Anne-Claire. Oui. Il faudrait presque faire un deuxième temps, quoi, presque sur les émotions. Euh, Je Est-ce vois. que Oui. ben, je laisse la parole? Question à ceux qui veulent poser des questions. N'hésitez pas, bien sûr. Moi j'en ai une pour lancer un petit peu le. Est-ce que, d'après toi, il est nécessaire que pour être entraîneur, on a besoin d'être empathique ou pas, selon toi, avec ton expérience de tous les entraîneurs que tu as pu rencontrer? Ah, moi, Est-ce- oui, vas-y. Vas-y, vas-y, non, vas-y. Ah, moi, je vais être plus large que ça. C'est que, en tant qu'être humain, en tant qu'homme et femme, homme ou femme, enfin, c'est important d'être, en tant que personne, c'est important d'être empathique. Parce qu'il y a ses propres émotions, mais il y a les émotions de l'autre. Si on ne prend pas en compte les émotions de l'autre, il y a un moment donné, on va pas s'adapter à la situation. Si vous voyez que l'autre a par exemple, un athlète qui a peur ou qui est anxieux dans une situation, si vous ne la prenez pas en compte et vous faites comme s'il n'avait rien,
lui, il va être en difficulté parce qu'il va avoir besoin de quelque chose. Et oui, l'empathie est importante pour faire vite. Et elle est indispensable à l'être humain. J'ai une question dans la Même masculin. conversation d'Aurélien qui dit euh, est-ce que gérer les émotions, c'est aussi sortir, par exemple, d'une émotion négative? Ah, bien sûr, les émotions, elles Voilà. sont positives et négatives, et c'est d'en faire toute la difficulté. Enfin, ce qu'il y a, c'est d'en faire quelque chose. Mais faire quelque chose de l'émotion négative, c'est quand si je suis, par exemple, si je suis en colère, qu'est-ce qu'elle me dit, la colère? Ben, la colère, elle peut me dire que bah, la personne ne m'a pas respecté, par exemple, ou je lui demande quelque chose, elle fait l'inverse de ce que je lui demande, ou je dis stop et elle continue. Enfin, il y a tout un tas de choses et il y a un besoin derrière qui a besoin de respecter. Donc oui, elle est là. Mais les émotions positives aussi, il y a besoin de les gérer. Parce qu'un athlète qui va réussir, qui est en joie, et qui est en joie et que la joie elle dure longtemps, il risque d'être moins vigilant à ce qui se passe et ça peut avoir un effet délétère pour la performance derrière. C'est pas que les émotions négatives hein, Oui, alors qui c'est peuvent vrai causer, il ne parle pas que des négatives aussi. enfin Il dit négatives ou est-ce désagréables. que ouais, il dit est-ce qu'il faut plutôt apprendre à surfer sur les bonnes et minimiser l'impact des mauvaises? Alors moi je dirais, c'est gérer toutes les émotions. C'est pas qu'elles soient agréables ou désagréables, c'est toutes les gérer. C'est pas. En fait, le truc, c'est que si on gère pas l'émotion et qu'on met il y en a qui font ça. Il y en a qui mettent un couvercle sur l'émotion qui la gèrent pas. Il y en a qui le font, hein. Sauf qu'à un moment donné, ça sort. Parce que l'émotion, elle est là, il y a une raison, et elle a besoin d'être gérée. Et donc, de la nier d'une certaine manière, bah, c'est pas bon pour l'individu. Et c'est pas bon pour le collectif non plus. Par contre, ce qui est différent du masquage de l'émotion, il y a un moment donné, on peut masquer, ben, j'en parlais avec des combattants de taekwondo, juste par exemple, quand sur un match, quand l'adversaire se blesse, eux, il y a une satisfaction de leur part quand l'autre se blesse, mais éthiquement, c'est pas top de le montrer. Mais en même temps, ça leur donne un avantage pour continuer le match. Et là, c'est pas la même chose entre masquer l'émotion et puis de mettre un couvercle dessus et ne pas la gérer. C'est différent. Parce qu'on peut la masquer en la gérant. Enfin, masquer, quand je dis masquer, c'est de ne pas l'exprimer aux autres, mais en même temps, on peut la ressentir en soi. Est-ce que ce domaine-là, tu l'as dit peut-être, ouais, tu l'as dit en conclusion, est-ce qu'un entraîneur qui se connaît pas bien par rapport à ses propres émotions est déjà un entraîneur qui perd quelques compétences, selon toi? Moi, je ne parlerai pas de perte de compétences ou pas de compétences, mais je trouve que c'est quelque chose à travailler, que l'entraîneur, il a besoin de travailler pour lui. Et j'avais été sollicitée par l'équipe de France féminine de hockey sur sur glace, pardon, pour les précédents jeux. Et il m'avait sollicité là-dessus, et on avait travaillé sur la gestion des émotions dans l'encadrement au départ. Et il y avait vraiment une demande par rapport à ça. Et ils s'étaient rendus compte que, bah, oui, ils avaient besoin de gérer leurs émotions, ceux des autres, et c'était assez intéressant. Ils avaient vraiment appris comment les uns et les autres géraient, et du coup, quoi prendre en compte, quels signaux prendre en compte chez l'autre, comment faire. Et c'était vraiment super intéressant pour tous de faire ça. Donc il y a vraiment un travail à faire pour tout le monde, les athlètes, mais les entraîneurs aussi. Julien? Oui, oui, j'avais une question parce que effectivement dans le sport de haut niveau et même dans le sport de cours, on voit que l'aspect mental et psychologique devient une part quasiment essentielle dans la préparation de l'athlète, enfin en tout cas très importante. Et je voulais savoir quelle était la proportion euh, de cette préparation mentale chez un athlète de haut niveau, quelle était enfin, voilà, quelle était la proportion La proportion de par cette rapport à quoi? préparation, Par rapport à quoi? Par de cette rapport au temps préparation, c'est-à-dire passé pour la préparation physique ou le sport particulier? Je comprends pas bien la non, question. non, pour un sportif de haut niveau, quelle était alors on sait que le sportif va se préparer sur le plan physique, sur le plan tactique, mais aussi sur le plan psychologique. Et je voulais savoir quelle était cette part, j'arrive pas à m'exprimer,
quelle était Si, la si, proportion. oui, C'est le proportion. C'est-à-dire ouais, que s'ils s'entraînent 10% là-dessus, C'est 20%, ça. 30%, c'est ça, hein. Ouais. c'est difficile de répondre à cette question-là parce que ça change en fonction des athlètes, ça change en fonction des moments. Il y a des moments, ils ont plus besoin de préparation que d'autres. Ça dépend enfin, ça dépend de vraiment. Je peux pas, enfin, je peux pas donner de chiffres parce Ça que va dépendre de chaque athlète. ça dépend de chaque athlète. Ah Mais ouais. par contre, c'est vraiment présent et il y a des moments, c'est important d'avoir quelqu'un qui est là, qui est disponible quand l'athlète. Mhm. Alors, c'est pas parce que les athlètes, quand ils commencent la préparation mentale, il y a des moments, ils vont venir, ils vont vouloir voir le préparateur mental juste avant la compète. Ouais. Et ben non, c'est pas là, c'est un travail qui se fait dans la continuité. Et il y a une prise de conscience pour eux à faire, qui est plus ou moins facile. Et à partir du moment où ils ont réussi à comprendre que ben, ça se fait ce travail il se fait dans la durée, ben, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Mhm. Et enfin, je pense à l'athlète avec qui je travaillais hier. Hier, il vient de se blesser. On a travaillé là-dessus, quoi. L'idée, c'était d'accueillir les émotions de faire ce travail par rapport à la blessure, qui est une rupture pour lui. Bien sûr. Et en même temps, ça dépend aussi de l'encadrement, parce que moi, il y a une trentaine d'années, j'ai connu des Oui. encadrements qui ne sollicitaient pas trop ça, je dis pas qu'ils s'en moquaient, mais bon, c'était pas très très important. Et si c'était important, c'était en dehors de l'entraînement que l'athlète devait réguler et apprendre à réguler ça. Et bon, voilà. Donc il y a aussi des évolutions. Et je pense que le badminton a bien évolué là-dessus, quoi, me Mm. semble-t-il. En tout cas, je vois Christophe qui est là. Il pourrait peut-être en parler lui aussi, qui a connu à la fois sa vie d'athlète et sa vie d'entraîneur, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a, Julien, tu peux enlever peut-être ta Ah main? oui, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'enlever la main, tu rappuies sur la main, Julien. Ouais, merci. Moi, j'en ai une autre. Est-ce que tu as vu des différences entre les émotions euh, des athlètes femmes et des athlètes hommes? Alors, c'est une bonne question. En escrime, on avait regardé parce on avait finalement, on avait 6 matchs masculins, 6 matchs féminins. Et il n'y avait pas de différence. Enfin, c'était pas significatif Ok, dans les différences. Donc, ok. donc, donc après, j'ai pas d'autres expériences. Enfin, on l'avait calculé comme ça, mais Hmm. ouais. Alors, moi, j'ai entendu il y a plein d'années, hein, ok, non, non, mais il faut pas travailler avec les émotions, c'est dangereux. Bon, ok, voilà, j'ai entendu ça. Ok, voilà. Et alors, moi, j'étais toujours étonné. Les gens me connaissent un petit peu, là, me perçoivent en tout cas. Euh, et heureusement que j'ai rencontré la psychologue et la préparatrice mentale de Teddy Riner, qui m'a dit, mais il faut surtout travailler avec. Par Mm. contre, il faut savoir les gérer. Mm. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, tu as bien parlé de la gestion, mais elle disait, mais il faut surtout travailler avec, quoi. Mais oui, mais oui, oui. Mais encore une fois, l'émotion, c'est un signal. L'émotion, elle dit quelque chose. Elle nous dit quelque chose et c'est justement de comprendre ce qu'elle nous dit pour pouvoir agir derrière. Je pense à une chose en escrime là où il y a des moments, l'athlète essaye de faire quelque chose, la décision la décision est bonne, mais elle est mal réalisée. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le bon espace-temps. Et donc, il va essayer de le refaire. Mais il reste dans il part trop vite ou trop loin, enfin, donc il n'est pas dans le bon espace-temps. Et du coup, il est sanctionné. Enfin, sanctionné en escrime, ça veut dire c'est l'autre qui touche. Et ça l'énerve, il refait la même chose. Là, il gère pas l'émotion, en fait. Il reste avec, ça l'énerve, il recommence la même chose. S'il se rend compte de ça, et moi, je fais un travail avec eux là-dessus en disant, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ma décision était bonne, pas bonne, et comment je vais faire après? Qu'est-ce que j'en fais derrière? Qu'est-ce que je fais? C'est ça, c'est que me dit l'émotion et qu'est-ce que je vais en faire derrière? Et c'est hyper important. Une fois, il y avait un entraîneur qui était venu me voir en me disant, mais des difficultés de communication avec des athlètes par moment en match sur le coaching.
Et en fait, le problème de communication, on a creusé, on a dit, OK, on va travailler là-dessus et tout. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment, le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait un problème alors, c'était plus sur de la gestion de stress et gestion de l'anxiété dans certaines situations pour l'entraîneur, qui fait que il était plus en difficulté pour être clair dans le court temps imparti pour dire ce qu'il avait à dire. Et donc là, on voit et on a travaillé là-dessus, hop, le problème de la communication, il s'est résolu tout seul. Enfin, c'était pas le problème n'était pas la communication. Le problème était plus sur l'anxiété qu'il pouvait ressentir à certains moments. Et pour revenir à ce que tu disais, Michel, où il y a des gens qui considèrent qui peuvent dire que ouais, mais on est faible si on gère pas ses émotions, parce qu'il y a ça un peu derrière. Donc, non, les émotions, elles sont là, on en a tous. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est d'accepter d'en avoir. Et c'est vraiment important d'accepter d'avoir des émotions. Oui, D'accepter de ressentir de l'anxiété avant un match, c'est ouais. normal, hein. Mais une des compétences, c'est tu sens que tu as cette émotion-là et tu n'arrives pas à la gérer. Et une des compétences, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire donc pour pouvoir les gérer? Parce que je sais que ça me bloque à un certain moment. Et donc, c'est là où le travail de l'encadrant, alors ça peut être même l'encadrant, hein, qui a des Oui, émotions, voilà, et il sait très bien que ça favorise pas ça favorise pas, en tout cas, la performance de l'athlète, voire l'inverse. Et là aussi, c'est à lui de se dire, il faut que je bosse dessus, quoi. mais oui. Et quand on débriefe avec les athlètes, c'est important de débriefer au niveau émotionnel aussi. Parce qu'il y a des entraîneurs qui veulent pas le faire, qui veulent pas faire de débriefing à chaud, ou qui veulent enfin, ils le font pas. Et ils le font pas, et c'est important. Il y a des moments, il y a des émotions qui sont là, c'est de les accueillir, les émotions. Et après, on passe à autre chose, mais c'est de les accueillir et d'en faire quelque chose. Parce que je vous avais mis dans une des diapos, c'est un moteur enfin, c'est un levier, c'est un moteur ou un frein pour l'action. Et l'idée, c'est de s'en servir comme un moteur pour l'action. Et une super force, l'émotion, quand on sait l'utiliser, c'est une super force. Une autre question, toujours Aurélien. Alors, il a son micro qui déconne, donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à parler. Donc, il écrit, il dit du coup, si on veut initier, même chez les très jeunes, des échanges sur ce sujet, vous conseillez de d'abord les interroger, les faire parler, verbaliser, pour que, par eux, ils identifient mieux et qu'ils apprennent à les gérer. Exactement. Ou, voilà. Oui, en fait, Ok. c'est ça, ça peut être de mettre en place une situation qui peut susciter des émotions chez l'athlète. Et après, une fois qu'elles sont déclenchées, les émotions, de leur demander, là, qu'est-ce que tu ressens? Ça peut être intéressant de faire ça. On peut jouer des choses qui sont très faciles à faire, c'est de jouer avec le score. On inverse le score à un moment donné entre celui qui mène et mené. On peut, enfin, il y a là, Hmm. c'est d'être créatif. Il y a plein de moyens de déclencher des émotions ou des erreurs d'arbitrage ou des choses comme ça qui peuvent retrouver dans la compétition et travailler là-dessus à l'entraînement. Et oui, 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 c'est ça à faire. Ouais. Ok. Christophe. Oui, bonjour à tous. Bonjour Anne-Claire. Ravi de te Bonjour se retrouver Christophe. après ravi de te retrouver après tant d'années. Tu as beaucoup parlé de gestion des émotions et d'acceptation des émotions. Est-ce Oui, que dans les échanges que tu as avec les différents athlètes et entraîneurs des différents sports, vous avez aussi évoqué le fait de provoquer sciemment des émotions, que oui, ce soit pour soi ou à dessein pour l'adversaire? oui. Quand on a le travail que je vous ai présenté là avec l'entraîneur, après on avait à partir du travail qu'on avait fait avec chaque athlète, on avait proposé tout un tas de perspectives. Et justement, par rapport aux émotions qui avaient été perçues, enfin, qui avaient été rapportées par les athlètes, comment arriver qu'est-ce que l'entraîneur pouvait mettre en place à l'entraînement, justement, pour arriver à mieux gérer ces émotions-là. Donc oui, oui, on l'a fait. Oui. Ai-je répondu à ta question, Christophe? Oui, oui, merci beaucoup. Merci Christophe. Moi, la petite expérience que j'ai eue, c'est en interclub, parce que tu parlais de gestion d'émotions individuelles et collectives. Mm. Quand tu as 8 joueurs avec des personnalités différentes, le repérage des émotions des uns et des autres, le télescopage quand il y en a, enfin voilà. Mm. C'est ça. Et je pense que enfin, en tout cas, le travail que j'ai fait avec cette équipe-là, c'est surtout tenter de gérer ces situations-là en amont
en pleine situation et en aval, et surtout que tous les joueurs s'adoraient, quoi. Ouais. Donc, alors ça peut être très sympa parce que ça génère de la chaleur, des envies, voilà, mais ça peut aussi entraîner tout le groupe quand il y en a un qui descend, quoi. Mm. Et ce que j'ai tenté de faire, c'est Et- de tenter de gérer ça. Et bon, enfin voilà, avec des oui, athlètes de très haut niveau et des athlètes qui étaient d'un niveau très intéressant sur le plan national, mais qui n'étaient pas à ce niveau, au niveau international, quoi. ah ouais. Oui, et c'est d'aider enfin, le rôle du groupe, en fait. Quand il y a des émotions Ouais. négatives à un moment donné, ou quand il y en a un qui s'inquiète ou qui est triste parce qu'il a raté, eh bien, les autres peuvent aller le rassurer enfin, ou le réconforter, ou leur dire, bon, relativiser ce qui s'est passé. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites, en positif ou en négatif. Donc, C'est c'est mieux de le ça. faire en positif qu'en négatif. Mm. Et quand on avait travaillé avec le hockey, on avait travaillé en amont. Eux, leur demande, elle était aussi, ils travaillaient sur le TQO et comment arriver à gérer les émotions enfin, qui pourraient être générées par le TQO. Mm. Et donc, on avait fait tout un travail en amont pour identifier les émotions chez soi, chez l'autre, et puis après, de voir comment les uns et les autres le géraient. Et c'était très intéressant parce qu'il y en a par exemple, il y en a un qui disait, ah bah oui, moi je vois un tel, je sais quand il est anxieux parce qu'il n'arrête pas de toucher sa montre. Et celui qui touchait sa montre, il la regardait avec des gros yeux ronds, il s'en était pas rendu compte lui-même. Mais l'autre avait repéré que c'était un indice pour lui. Et donc, du coup, bah, il s'en servait aussi pour autre chose. Ouais, ouais, moi, j'avais besoin de les voir le vendredi, parce que l'interclub, c'était le samedi et le dimanche. Enfin, il y a eu plusieurs phases, mais voilà, j'avais besoin de les voir les vendredis pour vraiment ressentir où ils en étaient, quoi. Mhm. Ouais. Euh, Ouais. mais Oui, et, je et- pose une question à tout le monde là. Est-ce que vous n'avez pas une anecdote de vous concernant, ok, en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, ou un joueur ou un athlète ou un groupe d'athlètes sur lesquels effectivement vous avez été ou en facilité ou en difficulté? Ça m'est arrivé une fois, je pensais qu'une joueuse faisait une crise d'angoisse et en fait elle faisait une crise d'asthme. ah, bah, Je me suis senti bien con, hein. Ouais. ben, enfin, je sais pas, oui, parce qu'on se dit, tiens, je suis passée à côté, mais de l'autre côté, c'est super parce que c'est d'abord observé qu'il y avait un changement chez elle. Ouais. Et Ouais. Et du coup franchement, on en a bravo. parlé. Et bah, du coup, Ouais. la situation s'est arrêtée, quoi. Ouais. Bah, moi, je trouve que enfin, pas grave, quoi. C'est pas grave Ouais. de l'avoir Ah interprété non, de non. cette manière, mais ce qui est important, c'est d'avoir vu qu'il y avait un changement. Ouais. Et quand on est entraîneur, c'est vrai on a beaucoup d'émotions à gérer, notamment auprès des mini-bads. Et on le voit sur des tournois, il y a beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions qui sortent, qu'elles soient positives ou négatives, notamment sur cette catégorie d'âge là où ça s'exprime beaucoup. Où là, Oui, pour le coup, il n'y a pas d'émotion masquée, hein, c'est vraiment et, du... et en rajoutant avec les jeunes, comme ça, enfin, les très jeunes, les émotions des parents, Absolument, ouais. qui peuvent être porteuses ou freinées Oui, oui, aussi. absolument, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a des parents qui vont exprimer les émotions, le désaccord avec l'entraîneur, qui peut poser des problèmes après avec la gestion de l'équipe. Enfin, il y a les parents aussi, ils ont, enfin, il peut y avoir les émotions des parents à prendre en compte à un moment donné. Oui, et de plus en plus. Mm, Oui. mm. Est-ce qu'il y a d'autres jurés? Sont plein de questions, bien sûr. Alors, il y en a qui écrivent là, ça foisonne. Théo, à bientôt. Merci d'avoir été là. Euh, Salut Christophe. Salut Christophe. Ok. Est-ce que il y a encore une question? Non, rien de particulier. Bon, mais écoutez, on va s'arrêter là. Il est 13h04. On a commencé à 13h07, à 12h07. Voilà, donc alors, merci d'avoir été présent avant ces fêtes. Le prochain webinaire, ce sera le 8 janvier.
Ça risque d'être sur une thématique différente de celle que j'avais prévue, puisque l'étudiant n'est pas disponible. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est le 8 janvier, jeudi 8 janvier, entre midi et 13h. Voilà. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, passez d'excellentes fêtes. Anne-Claire, on reste encore un petit peu, s'il te plaît. Ouais. Et à bientôt à tout le monde. Salut tout le monde. Bientôt. Au revoir. Bonne Merci. fête. Bonne fête. Peut-être, au revoir.